Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette séquence d'analyse graphique et de brief de marché. Beaucoup de choses à dire dans cette séquence qui est vraiment intéressante, très technique, hein, on le voit, non seulement tant au niveau des cibles qu'au niveau de la réaction, puisque le mouvement se produit encore une fois post-échéance des marchés dérivés, puisque vendredi avait lieu l'échéance des marchés dérivés du mois d'août et qu'on entame maintenant septembre, qui est une échéance importante. On peut dire que eh bien, on est déjà allé chercher une première cible graphique sur l'indice parisien, 6380,5. On l'avait indiqué dans nos points journaliers. C'était la cible du biseau, hein, la cible de la figure d'épuisement. Donc, on a un marché qui reste technique à ce stade. Côté macroéconomique, on a pas mal d'éléments à surveiller cette semaine. Un commentaire quand même sur les chiffres de la semaine dernière. Les prix à la production en Allemagne sont ressortis en très forte hausse et le marché a à peine réagi. Donc il est quand même assez aseptisé aux mauvaises nouvelles pour l'instant. Ça va être à surveiller. Mardi, on aura les PMI manufacturiers en Europe qui seront importants. Mercredi, ça va être les commandes de biens durables aux États-Unis. Ça, c'est un chiffre à surveiller évidemment sur les perspectives et l'état de santé de l'économie. Jeudi, ce sera l'indice IFO du climat des affaires en Europe, c'est le gros chiffre européen de la semaine. Et à partir de jeudi aussi, évidemment, le rendez-vous tant attendu de l'été, le symposium de Jackson Hole, la réunion des banquiers centraux, au cours de laquelle on va en savoir plus probablement sur l'évolution et la coordination des politiques monétaires des grands pays, avec en point d'orgue, vendredi à 16h, le discours de Jerome Powell. Le symposium se poursuit jusqu'à samedi, je crois. Vendredi aussi, on aura dans le même temps l'indice PCE des prix à la consommation. C'est un marqueur important de l'inflation, c'est un chiffre qui est très suivi par la Fed, et donc ça va être aussi important en plein cœur de la réunion et du symposium de Jackson Hole. Donc probablement plus d'animation sur les marchés en fin de semaine, même si ça n'en manque pas pour l'instant, puisqu'on ouvre cette semaine en baisse, et en baisse avec sur tous les grands indices un gap baissier hebdomadaire, et on va le voir en détail. Un gap baissier hebdomadaire, c'est une signification importante, et ce sont des enjeux importants qui vont se mettre en place. On peut voir que du côté de l'intérêt, on arrive sur cette nouvelle, on débute cette échéance avec peu d'intérêt, 245 000 contrats futurs, ce n'est pas beaucoup à Paris, c'est l'habitude de l'ordre de 310 000 contrats futurs. C'est plus que la faible position ouverte qu'on avait connue au mois de décembre dernier avec 228 000 contrats futurs, mais ça reste quand même assez maigre et malgré la progression. Donc c'est dire que les opérateurs laissent le jeu assez ouvert pour la suite des événements, et qu'ils vont probablement, qu'ils ne veulent pas prendre de décision dans l'immédiat. Ça se voit aussi du côté des options. On a construit cette séquence avec, on entame le mois de septembre avec 31 000 contrats d'options ouverts. Habituellement, c'est 70 000 contrats d'options ouverts sur le mois de septembre, qui est une échéance majeure, c'est une échéance trimestrielle. Voilà. On peut dire qu'il y a un peu plus de couverture dans les portefeuilles depuis vendredi sur le mois de septembre, ce qui limite probablement l'accélération baissière. La correction était très attendue par tous les opérateurs, clairement, dans la consolidation en tout cas pour l'instant. Reste que sur les indices américains, on a un niveau de couverture qui était assez faible en fin de semaine dernière, proche des niveaux d'avril, avant la grosse séquence baissière d'avril, et proche des niveaux de décembre 2021, avant la première grosse séquence baissière de début d'année. Donc on voyait bien qu'on avait des alertes, surtout dans le courant de l'été, et surtout sur des points hauts de marché, avec des signaux de faiblesse qui s'accumulaient depuis plusieurs jours. Donc on est dans une séquence de consolidation pour l'instant, elle reste assez propre, assez canalisée à ce stade, avec des cibles qui sont bien identifiées, et des marchés qui ne décrochent pas très violemment compte tenu du contexte et des incertitudes. Il va falloir voir, en fait, c'est un scénario qui est très ouvert, on va déterminer les niveaux dans lesquels on se trouve, mais on a de grandes chances d'évoluer de façon latérale pendant plusieurs jours au moins, et voire plusieurs semaines, puisque on est encadré par deux grands gaps hebdomadaires sur les indices, on va les regarder, puisqu'on est dans une séquence où il y a beaucoup d'incertitudes, et puis la période de l'année veut ça aussi, et on a deux forces opposées. D'un côté, quelque chose qui s'est construit depuis le mois de juin, une figure de retournement haussière, une structure de retournement haussière qui s'est construite. Alors, ça n'est pas une figure de retournement haussière de long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas invalidé toute la séquence de baisse précédente mise en place. Ce sont des petits mouvements qui se sont mis en place et ils auront besoin, on le disait déjà, d'être consolidés. C'est bien le cas, ça va être le cas. Il va falloir construire quelque chose de plus solide et ça va prendre un petit peu de temps. En même temps, on a construit avec un peu d'intérêt dans des zones bien identifiées
et il y a un retournement qui s'est vraiment mis en place sur pas mal de valeurs, hein. On l'a évoqué, des poursuites, des retournements haussiers de 35% sur Apple, 45% sur Hermès. Il s'est passé quelque chose et le mouvement a été fort aussi. Et en contrepartie, on arrive sur des niveaux de résistance majeurs pour lesquels il va falloir de gros drivers pour les déborder. Alors on a réussi à piétiner à l'intérieur, à faire quelques incursions au-delà ou aux alentours, et puis on a buté clairement dessus, et le marché, eh bien, là, est en phase de digestion. C'est plutôt sain, c'est plutôt normal. Reste que ça risque de durer un petit peu. Parmi les commentaires que je voulais faire sur ce marché, on avait pas mal de figures d'épuisement sur les valeurs. Kering dans un biseau, on voit Forestia qui était très volatile, on parlera du secteur automobile, mais probablement encore un peu de baisse à prévoir de ce côté-là. On est sorti cette fois-ci par le bas de pas mal de structures. Ça reste un secteur qui va être à déterminer, mais un petit peu d'accélération baissière. Du côté des couvertures, donc un peu de protection sur septembre, mais pas beaucoup d'intérêt. Pas beaucoup de protection sur les marchés américains, un peu de complaisance. Pas d'optimisme fort, pas d'euphorie, mais un peu de complaisance, clairement. Et puis, une nouvelle échéance très ouverte avec peu d'intérêt, donc un scénario qui va être à construire. Et c'est là où il est difficile de donner aussi des éléments tout de suite, c'est qu'on ne sait pas encore comment va se construire cette nouvelle séquence. Et ça va être très intéressant dans les jours à venir. Donc pas beaucoup de valeurs ou de secteurs à déterminer dès aujourd'hui. On peut voir ceux qui surperforment à court terme, on va le dire, mais les choses vont sûrement s'affiner et être intéressantes à suivre dans les jours à venir. On entre vraiment dans une nouvelle séquence. On a connu une baisse marquée, un rebond, et là on va construire la suite, et je pense que ça va être assez long. On a rompu donc des premiers niveaux d'alerte, ce sont les alertes de très court terme, même pas des alertes de court terme, hein, des alertes de très court terme, et ce sous forme de gap, on l'a dit. Un peu de pression baissière sur l'Eurostoxx jeudi, pas vendredi, c'est-à-dire que ça se cherche, ça hésite. Alors c'était au cours d'une échéance de marché dérivé, une échéance de marché dérivé qui s'est traitée avec 3 milliards de volume à Paris, c'est vraiment très maigre, hein. On a eh bien, des questions aussi du côté des valeurs cycliques. Elles baissent aujourd'hui clairement. On cherche plutôt les défensives, hein, évidemment, et les opérateurs sont assez méfiants. Et tout ce qui était value aussi, eh bien, fait l'objet de prise de bénéfices. On voit que tout ça, ça va devoir être construit, mais c'est peut-être pas la fin de ce secteur-là, et ça va être à surveiller dans les jours à venir. Il y a beaucoup d'opérateurs qui sont encore absents cette semaine. C'est une fin de mois d'août, mais il va y avoir quelques intérêts, et il est clair que les éléments autour de Jackson Hole vont réveiller les opérateurs. Ça reste technique pour l'instant, et on va essayer de donner des éléments et des points de repère, sachant qu'on n'a eh bien, pas dans l'immédiat de réponse claire sur l'évolution du scénario à moyen ou long terme. Moyen terme probablement trading range, long terme c'est beaucoup plus compliqué. On va voir quels sont les éléments graphiques qui vont pouvoir nous permettre de répondre à tout ça. Alors on commence avec le graphique hebdomadaire de l'indice S&P. J'ai zoomé pas mal parce que, comme je vous le disais, je pense qu'on va devoir évoluer dans une zone de congestion latérale pendant quelques temps. On a donc, eh bien, on avait ouvert, souvenez-vous, le 13 juin dernier, un grand gap baissier, et qu'on avait fini par combler, mais qui avait été un enjeu de bataille important, hein, pendant 4 semaines, avant de réussir à la 5e semaine à se réinstaller au-dessus. C'est un niveau important, et c'est un niveau sous lequel il ne faut absolument pas repasser. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose ici, et que c'est un niveau qu'on va défendre. En revanche, on ouvre aussi ici avec un grand gap hebdomadaire, hein, dans les deux cas des gaps hebdomadaires. Un gap hebdomadaire, c'est une signification particulière, c'est important. Et on ouvre, vous le voyez, pile sous les niveaux d'alerte, hein, 4198, vous vous souvenez, c'était les 23,6 de retracement de toute la séquence haussière de la crise Covid, et on a un niveau de support important, qui est de résistance maintenant, 4202, le S&P ouvrant en gap baissier clairement sous ce niveau d'alerte, avec un niveau actuel à 4165. Donc la première cible légitime, c'est le haut de l'ancien canal haussier, avec le support à 4128. J'ai un peu réajusté les supports, j'avais mis 123 précédemment. On va donc avoir ces premiers niveaux en mire. Maintenant, l'enjeu, ça va être de préserver, donc comme je vous le disais, ces zones de gap. Alors, le gap est très bas, il y a un gros support à 3960. Je suis même pas certain qu'on aille là dans l'immédiat, mais que l'indice oscille entre ces points hauts. On est bien allé chercher la cible haute, d'ailleurs, qu'on avait fixé 4327 la semaine dernière. Je crois qu'on est monté à 4325. Plus haut, voilà, 325. Maintenant,
que l'indice oscille un peu latéralement et qu'il y ait une phase de digestion, de consolidation avant d'en savoir plus côté de l'évolution des politiques des banques centrales et de l'évolution de l'inflation. On rappelle que le pic inflationniste pourrait être atteint et pourrait avoir été atteint au mois de juillet, des chiffres qui vont avoir besoin d'être confirmés dans les semaines qui viennent de plusieurs fois. Donc c'est ça le grand driver du moment. Et pour l'instant, le marché se met en pause, avec pour l'instant et à très court terme un biais baissier, clairement, ce gap ayant une valeur importante. Alors, ce qu'on peut dire du gap, c'est que s'il vient à être comblé rapidement et qu'on se rappuie dessus et qu'on rebaisse, il a une valeur très forte et on aura probablement beaucoup de mal à le déborder. Si on vient osciller en dessous du gap pendant quelques temps mais qu'on ne le comble pas, il a encore plus de force, et bien un gap de rupture qu'on aura ici, et le marché sera probablement plombé pendant plusieurs semaines. En revanche, si on arrive à le déborder et à repasser au-dessus, c'est pas le scénario à privilégier à très court terme, mais sait-on jamais, si on arrive à repasser au-dessus, là en revanche on réactive la dynamique haussière, il y aura un nouveau contre-pied sur des vendeurs qui se sont mis en place clairement depuis l'échéance des marchés dérivés et peut-être qui vont se manifester aujourd'hui. C'est là où il va être très important de déterminer dans les jours qui viennent le niveau de pression. Est-ce qu'on baisse avec de la pression baissière? Est-ce qu'on baisse avec du volume? Est-ce que le nombre de contrats futurs augmente? Est-ce que le niveau de couverture, comment réagit le niveau de couverture? C'est là où on va connaître le scénario et la vraie intention des opérateurs dans les jours qui viennent. En tout cas, gap important. Du côté du Nasdaq, eh bien, on n'avait pas de canal aussi à proprement parler, mais on avait une ligne de tendance haussière qui s'était mise en place. On l'a largement débordé. Là aussi, on ouvre avec un gap baissier important en temps réel, avec donc des niveaux intermédiaires qui se mettent en place. On peut en ajouter des niveaux intermédiaires. Il va y avoir ce petit niveau. C'est sur le pied du gap, 13 210. Là, de la même façon, on est allé chercher pile nos cibles la semaine dernière, 13 720, avant de consolider. Ouvrir après ça avec un gap baissier, pas terrible non plus comme structure et comme configuration. Maintenant, on a des supports très forts, au-delà desquels on s'était installé pendant 3 semaines. Il va y avoir de la bagarre entre acheteurs et vendeurs sur ces niveaux-là, c'est certain. On va devoir ajuster, vérifier ces éléments, mais pareil, le niveau du gap de rupture, de gap baissier du 13 juin sera aussi un niveau de retournement important. Vous voyez qu'il est loin maintenant, pas de raison d'aller le chercher, mais cette zone 12 190 et pied du gap sont des zones d'alerte majeure à vraiment préserver, au risque de réactiver vraiment la tendance baissière. Mais qu'on évolue entre ce gap-là et ces niveaux-là, donc dans cette zone de fluctuation pendant les semaines à venir, c'est assez probable avant que la conjoncture permette de déterminer quelle va être la sortie. Pas de scénario évident. Vous savez qu'en général, on aime bien se mouiller plus que ce que je le fais là, si ce n'est que pour l'instant, il est difficile de déterminer des scénarios et de ce que veulent faire les grosses mains dans un mouvement qui, on le rappelle, doit et devait être consolidé. De la même façon, donc j'ai ajusté les niveaux graphiques que vous avez sous les yeux pour le scénario, et avec cette oblique qui a bien fonctionné au début du rebond et qui pourrait être testé dans les jours ou dans les semaines qui viennent, même avec une dérive latérale et peut-être pas une baisse très marquée instantanément. Alors, là où je dis pas une baisse très marquée instantanément, on a un élément intéressant graphique et technique qui se met en place aujourd'hui, c'est sur le VIX qui rebondit et ouvre en gap haussier aujourd'hui. Ça, c'est un signal technique important. Non seulement on repasse en niveau d'alerte, au-delà de 21,50, on avait donné ces niveaux, vigilance en dessous, alerte. Donc là, on est à nouveau assez prudent. La volatilité se tend, 23,5 sur le VIX. Mais on a aussi un élément intéressant, c'est qu'on sait que les gaps sur le VIX sont toujours ou quasiment toujours comblés. Donc on va probablement aller combler cette zone de gap, et donc ça pourrait entraîner un petit rebond, même ponctuel, dans la séquence. Alors est-ce qu'on va combler ce gap en début de semaine tout de suite, rapidement, ou est-ce que ça va être, je ne sais pas, après Jackson Hole, mais en tout cas c'est fait en général assez rapidement, quand on voit des gaps, différents gaps sur la volatilité. Les gaps sont toujours comblés assez rapidement. J'ai pas d'exemple ici, on est en hebdomadaire, on les verra mieux en journalier. Voilà.
vous l'avez ici. Donc ce petit gap-là, qui va être important de combler, on le voit quand... j'en cherche... Voilà, non, pas là. Bon, bref, vous en retrouverez. C'est intéressant sur le VIX parce que c'est le seul actif sur lequel les gaps sont toujours comblés. Ça n'est pas le cas par ailleurs. Beaucoup de gaps sont comblés sur la plupart des actifs, mais pour information, c'est sur le VIX uniquement qu'ils sont toujours comblés. Il y a des gaps qui restent ouverts depuis très longtemps sur les indices notamment. Donc là, c'était le VIX en journalier. Et avec ce gap, donc, risque de petits rebonds, ne serait-ce que pour aller combler ce gap techniquement à court terme et de ne pas aller beaucoup plus bas dans l'immédiat sur fond de considération technique. Ça, c'est plutôt de la stratégie de court terme. Hein. Le mouvement est clairement fort, baissier, gap hebdomadaire, gap de rupture probablement sur les indices, mais on a quand même cet petit élément de stratégie à considérer. Du côté de l'Eurostoxx, de la même façon, je l'ai retracé en hebdomadaire et j'ai réajusté les niveaux pour la semaine. Alors, on rappelle, hein, on va zoomer aussi, mais on rappelle qu'on avait débordé cette ligne de tendance baissière, cette oblique en bleu. On a maintenant déjà pas mal consolidé dès aujourd'hui. Hein, l'Eurostoxx repère déjà 2%. On a donc cet ancien gap, celui toujours du 13 juin qu'on a comblé, hein, qui reste, mais une zone de bagarre importante et un niveau très important, donc 3598, vraiment un niveau dans lequel il ne faut pas que les indices remettent les pieds, parce que ce serait vraiment un signal de baisse plus marqué et de réactivation de la dynamique baissière. Pour l'instant, difficile de le dire. On a le même gap qui est ouvert maintenant, ici, aujourd'hui, en hebdomadaire, et de la même façon qui fait une force un peu opposée, même s'ils sont deux gaps baissiers, ils s'opposent tous les deux, et ça va être des niveaux importants à surveiller, et soit à combler, soit à laisser ouvert, encore une fois, selon la force du mouvement. On note aussi la semaine précédente l'avalement baissier de l'Eurostoxx, la bougie de la semaine du 15 août a englobé la bougie de la semaine du 8 août en haut de marché. C'est un avalement baissier, c'est un signal de retournement. S'il en fallait des complémentaires, donc pas un très bon signal. De toute façon, on est probablement, encore une fois, plombé pour quelques temps au moins. La situation est marquée. Alors les niveaux intermédiaires à surveiller, on va zoomer un peu plus. Voilà, c'est 3657, on tourne autour depuis quelques heures maintenant ce matin, 3636 en dessous, après c'est 3598, niveau à l'intérieur duquel, à mon avis, il ne faut pas retourner au risque de réactiver une tendance plus marquée, encore une fois, hein, cette zone de bataille du gap. Et on n'a pas vraiment de raison d'aller enfoncer un niveau autour duquel il y a eu tant de bagarres, de la hausse, un peu de volume au départ, hein, ici ça a été un peu soutenu, et d'invalider tout ce mouvement-là. Il faudrait qu'il y ait une news pour bien aller détruire cet intérêt qui s'est construit depuis plusieurs semaines maintenant. Donc encore une fois, probablement une oscillation. 3636 étant un intermédiaire important, 3798 peut-être la cible du retracement en cours. Vous voyez que l'indice réagit déjà, et que même si on a accéléré un peu, on n'est pas dans une séquence de baisse très très forte, très très marquée. Ça reste assez technique et assez en observation. On va le voir de la même façon sur le futur CAC 40. Je prends le graphique en 14 heures cette fois-ci sur le futur, comme vous en avez l'habitude. Là, bon, c'est un peu pour... on constate que, eh bien, voilà, une autre zone de neutralité de moyen terme qu'on avait proposée pour cet été, 6315, 6545. C'est installé quelques heures au-dessus, mais on n'a pas réussi à la tenir. Et puis on est sorti de ce biseau ascendant par le bas. La cible du biseau, c'est le pied du biseau. C'était donc ce niveau-là, cette zone-là. On est allé le chercher, mais vraiment de façon assez magistrale ce matin, quasi parfaitement, enfin parfaitement dans un premier temps. On a rebondi un petit peu, et puis on est allé faire la cible de la sortie du trading range aussi par le bas. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que le marché reste technique, et même s'il baisse, il n'y a pas de panique. Alors la cible du biseau, on peut maintenant la supprimer. Le dessin du biseau aussi. Le trading range, on va le garder en tête parce qu'il va nous servir pour les séquences qui viennent. L'alerte intraday est évidemment rompue, hein, c'était 485. Vous avez vu comme ils sont allés tester 6485, le niveau d'intérêt, hein, 6485, 6520, il y avait de l'intérêt. On a tapé dessus plusieurs fois avant de l'enfoncer et on l'a rompu
en gap ce matin. Donc gap hebdomadaire, gap de rupture probablement avec la tendance, et ça aussi signe de baisse et signe de fin de la séquence haussière qu'on connaît. En revanche, trading range pour l'instant qui se met en place ici, donc à très court terme, et pour ceux qui veulent travailler, voilà, ce sont les niveaux qu'on va surveiller. 433 a pas trop mal fonctionné ce matin, on peut peut-être l'ajuster un tout petit peu, donc 433 ça semble bien, peut-être un tout petit peu plus haut, 434,5, c'est possible. Donc voilà, mais des niveaux sur lesquels on va essayer de s'appuyer pour prendre des stratégies baissières. Et pour l'instant, essayer de travailler donc dans le sens de la baisse, même si tout est canalisé et qu'on va observer cet indice de volatilité. Alors, les cibles un peu plus larges, intéressantes à surveiller maintenant, c'est qu'on sait que au-delà de 5840, quand on a construit la séquence haussière, et dans cette zone d'accumulation qu'on avait indiquée comme zone d'accumulation, on avait construit la hausse avec de l'intérêt. Au-delà de 6036 et jusqu'à 6250, on sait que cette zone-là, elle s'est construite avec un peu de soutien du côté du futur CAC 40, un peu d'intérêt. Au-dessus, on savait qu'ici, il y avait de l'intérêt, ici, il n'y en avait pas, on est tout de suite revenu le visiter, 380, et ce jusqu'à 340. Donc 6340, 6315, on a des chances d'aller le revisiter assez rapidement. En dessous de 6315, il y avait un peu d'intérêt à nouveau jusqu'à 6250. Donc toute cette zone-là est plus dense en soutien, un peu plus fragile ici, mais sous 6250, on n'a pas vraiment de raison d'accélérer. Mais on a ce niveau technique important, qui est notre zone d'alerte de court terme. C'est cette oblique, cette ligne de tendance baissière. C'est l'ancien canal baissier de moyen terme qu'on avait débordé donc, dans la fin du mois de juillet. Et on pourrait aller se réappuyer là-dessus. Donc ce niveau-là est un niveau charnière. Il ne faut vraiment pas qu'on repasse en dessous. Il n'est pas très loin du fameux gap du 13 juin non plus, un peu au-dessus. Mais c'est une zone qui est vraiment à préserver au risque d'invalider tout ce qu'on a construit avant, toute cette séquence-là qu'on a construite avant. Donc c'est important, hein, cette séquence-là, de ne pas l'invalider. Donc repasser sous 6249 ponctuellement pour aller tester cette oblique, pourquoi pas. Plus bas que ça, c'est mauvais signe. Et là, on aurait un clair signal de réactivation baissier, au moins de moyen terme. L'alerte de long terme est située plus bas, mais ça va plus court. Mais on n'y est pas pour l'instant. Donc un indice qui reste canalisé, vous voyez, 6368. Avec l'ouverture des marchés américains, on perd un 96%. On va tester des niveaux de support et de façon extrêmement propre. Vous voyez que les deux dernières bougies en 14 heures vont tester des niveaux qu'on a en tête et en graphique depuis plusieurs heures. Évidemment, à l'inverse, si on veut imaginer la réactivation de la dynamique haussière de moyen terme, il faudrait repasser donc, au moins 485, recombler ce gap hebdomadaire dans un premier temps, et puis aller déborder 6545. Je pense qu'on n'y est pas et que, à moins d'éléments forts et très changeants du côté du symposium de Jackson Hole en fin de semaine, je ne vois pas très bien quels pourraient être les drivers pour faire remonter les marchés. Et il n'y a pas de raison que dans ce contexte, les banquiers centraux changent leur politique, même si elle va être peut-être un peu moins agressive. La hausse des taux est en place et elle n'a pas de raison de cesser. Et donc voilà ce qu'on avait comme élément cette semaine. Donc voilà les éléments techniques que je voulais vous donner, des niveaux techniques à surveiller plutôt, la baisse qui se fait de façon assez rapide, je ne pense pas qu'elle aille très loin, à court terme en tout cas. Maintenant, est-ce qu'on va rompre par le bas ces niveaux de gap qui sont à mon avis l'articulation des prochaines semaines, ou par le haut, est-ce qu'on va les déborder, difficile à dire à très court terme. On voit qu'il y a de l'intérêt. Un mot du côté des secteurs. Alors les secteurs forts, en tout cas les moins faibles, sont toujours les secteurs liés aux matières premières, clairement. Le CRB, on est content de l'avoir préservé et d'en avoir repris une position alors qu'il n'y avait pas vraiment de signal, mais on sent que c'est la dynamique haussière la dynamique forte du moment. C'est toujours le secteur fort aujourd'hui. Total était en progression, je crois, encore ce matin, alors que toutes les valeurs du CAC, à l'exception de Sanofi, baissaient. On voit que ce sont les cycliques qui sont les plus vendus, mais ça, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant d'aller chercher dans le détail des valeurs, parce que, encore une fois, c'est une séquence technique pour l'instant, et c'est dans cette séquence technique qu'on va voir comment se mettre les choses en place, quels sont les intérêts, quels sont les secteurs qui tiennent le mieux, quels sont ceux qui tiennent le moins bien. Alors à très court terme, on peut dire qu'effectivement,
l'automobile fait l'objet de pression baissière. En tout cas, il y a des structures de retournement graphique. On voit que Faurecia baisse pas mal, Valeo aussi. Il y a des risques de consolidation de l'ordre de 6-7% sur ces deux valeurs-là encore. Donc il y a des petites stratégies baissières à mettre en place. Michelin aussi laisse encore un peu de place à la baisse. Il y a une invalidation aussi qui s'est mise en place. Engie en haut de marché, même si elle reste valeur forte du moment, eh bien, a donné une bougie d'invalidation aujourd'hui. On disait Kering qui est dans un biseau, donc qui pourrait aller consolider plus bas. Ce sont des choses à aller confirmer dans les jours à venir et de voir comment tiennent les différents secteurs. Le luxe reste pourtant un des secteurs surperformants ce matin. Le food and beverage est un des secteurs forts. L'Asie surperforme et tient mieux aussi que les indices européens, mais c'est du très court terme encore une fois, puisque la séquence baissière vient de se mettre en place. Les énergies traditionnelles bien sûr, et les énergies renouvelables toujours le secteur à surveiller. Voilà, donc pas vraiment de valeur dans l'immédiat qu'on surveille plus que d'autres. On va aller regarder. Le match value croissance n'est peut-être pas terminé. Il va falloir regarder comment les opérateurs réagissent, mais je pense que pour tout ça se mettre en place, la séquence va être un peu longue et c'est au fur et à mesure qu'on va pouvoir déterminer les choses et je le ferai dès que les éléments seront plus clairs. Voilà, j'espère que c'était intéressant et complet pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à liker, à retweeter si ça vous a plu. Et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour plus de précisions. Merci beaucoup, bonne semaine à tous.